Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Vous vous demandez peut-être où je suis et pourquoi je suis habillé comme ça. En fait, il se trouve que je suis retourné au Japon, plus précisément sur l'île de Kyushu, pour la Polyglot Conference qui aura lieu dans quelques jours à Fukuoka. Donc en fait, le Japon, ce qui est drôle, c'est que j'y suis déjà allé cette année en février. J'ai longtemps hésité avant d'y retourner pour l'événement parce que je me disais, bon, je vais peut-être pas y aller 2 fois dans une année. Puis après, il y a des gens qui m'ont dit, bon, allez, viens, moi j'y vais. Et puis je me suis dit, allez, bon, c'est aussi une occasion de travailler mon japonais. Donc, j'ai fini par prévoir ce voyage un peu en catastrophe. Et l'intérêt ici, ça va être aussi de vous montrer des images parce que bon, je fais aussi beaucoup de vidéos dans mon appartement à Paris. C'est pas forcément ce qu'il y a de plus exotique comme environnement. Alors là, je vais pouvoir vous montrer quelques images. Bon, je sais pas encore comment je vais faire ça parce que je suis pas spécialement client des vlogs. Ça prend beaucoup de temps à tourner, beaucoup de temps à monter. Et j'ai vu dans les statistiques de ma chaîne que c'était pas forcément ce qui marchait le plus. Donc simplement, je vais faire un peu comme je le sens. Je vais vous montrer des images. Dès que j'aurai envie de filmer, je filmerai. Et on va faire comme ça pendant les 2 prochaines semaines. Alors là, je suis encore à mon hôtel. J'avais 2-3 choses à finir. Et là, je porte le yukata. Donc si vous connaissez la culture japonaise, ce sont les vêtements qu'on porte dans les hôtels. C'est vrai que les premières fois, honnêtement, en tant qu'occidental, j'avais un peu l'impression de me trimballer en peignoir. Mais en fait, les Japonais portent même ça dans la rue pour aller faire leurs courses à côté de l'hôtel, dans les stations thermales, dans les environnements où ça s'y prête. Ils ne portent pas ça forcément dans la rue à Tokyo. Mais voilà, bon, c'est très pratique et voilà, c'est ce qu'on appelle un yukata. À présent, je vais aller faire quelque chose d'essentiel, d'absolument capital et de fondamentalement ancré dans la culture japonaise. Je vais aller à la supérette du coin pour m'acheter le petit déjeuner. Alors bon, je vais toujours sur ma quête pour aller acheter à manger. Donc là, si vous ne connaissez pas, je suis dans un endroit qui s'appelle Oreshino, c'est la préfecture de Saga, donc c'est plutôt à l'ouest de Kyushu. Parce qu'en fait, ce qui va se passer, c'est que la conférence est dans quelques jours. Mon billet d'avion était quelques jours avant, donc je me suis dit que j'allais pas forcément rester à Fukuoka, mais aller explorer un peu les endroits autour. Donc en fait, ce que je vais faire aujourd'hui, c'est que je vais aller à Nagasaki. Et là, je fais juste une petite parenthèse derrière, c'est le fameux bain de pied de Oreshino. Donc ici, c'est une sorte de station thermale, donc un onsen. Et si je suis venu ici, c'est parce que je voulais donc aller vers l'ouest. J'avais pas forcément le courage d'aller jusqu'à Nagasaki en transport directement parce que je m'étais déjà tapé tout l'avion de Paris à Fukuoka. Et je me suis dit que j'allais faire une petite pause dans un endroit assez calme, relativement champêtre, et c'est ultra agréable ici. Et ce qui m'a frappé surtout en venant, c'est à quel point c'est vert, enfin c'est hallucinant. Ça peut sembler complètement tarte à la crème de dire ça, mais l'environnement, enfin les forêts autour des villes, des villages, c'est d'un vert mais ultra intense, enfin, c'est assez frappant. Donc ouais, je voulais aller à Nagasaki, bon, qui est connu évidemment pour les événements qui sont passés en 1945, mais qui a la réputation d'être une ville super sympa parce qu'elle est très ouverte sur l'Occident historiquement, donc avec un mélange à la fois d'influence donc vraiment occidentale, c'est-à-dire des quartiers hollandais, mais aussi des quartiers chinois, etc. Donc là, je m'approche de la supérette. C'est drôle parce que si jamais vous êtes allé au Japon, vous savez à quel point ces endroits ils sont ultra importants parce que c'est là que vous allez pouvoir absolument tout trouver 24 heures sur 24. Il y a même une blague au Japon qui dit que pour la plupart des gens, la supérette c'est comme leur maman ou comme leur épouse. C'est celle qui va subvenir à leurs besoins, il sera toujours là avec un plat chaud, une boisson chaude quand ils en auront besoin. Voilà, j'ai pris des victuailles, donc principalement des boules de riz, des onigiri, parce qu'ils ont plein de petites pâtisseries, des machins comme ça, mais c'est ultra poussé au crime. Et honnêtement, c'est vite écœurant. Donc je sais que tout le monde jure, il y a plein de gens qui jurent que par les melon pan ou des trucs comme ça, c'est bien de temps en temps, mais honnêtement, une fois que vous en aurez mangé quasiment chaque matin pendant une semaine, je peux vous assurer que vous en voudrez plus et que les trucs salés, ça va vous aller. Tiens, d'ailleurs, j'en profite aussi. Regardez, je sais pas si on voit bien les collines derrière moi, mais c'est vraiment d'un vert profond. J'ai l'impression que quasiment toute la campagne sur l'île, c'est comme ça. J'en profite aussi pour faire un petit point concernant mon japonais, parce qu'on me demande parfois où j'en suis. Il y a un truc que j'ai remarqué qui m'a fait très plaisir, c'est que pour le moment personne m'a complimenté sur mon niveau en japonais. Et j'ai toujours une blague là-dessus où il y a vraiment un fond de vérité. C'est qu'à partir du moment où les locuteurs natifs vont arrêter de vous complimenter, ça veut dire qu'ils commencent à vous prendre au sérieux en tant que locuteur.
Après il y a le stade supérieur où les gens vont dire non mais comment tu parles aussi bien. Comme parfois je vois des gens qui parlent français, je me dis mais comment ça se fait qu'ils parlent mieux français que les Français. Mais en tout cas ouais, voilà c'est ça, parce qu'à partir du moment où on pose le pied au Japon, qu'on dit 3 phrases, ils ont toujours des phrases très gentilles, des commentaires du style Nihongo ga jouzu desu, enfin des choses comme ça. Et ça veut dire qu'on parle pas si bien japonais parce que simplement dire bonjour ça veut absolument rien dire. Donc là je vais voir s'il n'y a pas un moyen d'acheter du thé, parce qu'il y a plein de plantations de thé et voilà, bon pour la petite histoire, moi je suis plutôt dans l'équipe thé plutôt que l'équipe café. Et je vais voir s'il n'y a pas moyen d'en acheter par ici. En fait aussi le truc qui va pouvoir vous intéresser si vous allez au Japon, c'est que je suis venu ici en car parce qu'il n'y a pas de train qui arrive ici. Donc je suis venu directement depuis Fukuoka. Et ce qu'il faut savoir, c'est que bien souvent, les services de car interurbains au Japon sont très très bien, à tel point que parfois on peut vraiment se passer du train parce que ça prend pas plus de temps de prendre un car plutôt qu'un train en fait. Et ça c'est vraiment une bonne chose à savoir. Malheureusement c'est autant les trains c'est quand même très bien indiqué, vous avez un site comme Hyperdia qui existe aussi en application. Je regarde un peu parce que je sais pas trop où je vais. Qui vous permet de regarder rapidement quels sont les horaires de train, quels sont les prix, etc. Alors que tout ce qui est car, à part dans les endroits les plus touristiques, vraiment du centre du Japon, là où tout le monde va la première fois on va dire, souvent c'est pas super bien indiqué sur internet et les sites sont souvent en japonais. C'est souvent même des vieux PDF super obscurs sur lesquels vous avez tout écrit en kanji. Donc c'est vrai que si vous ne parlez pas japonais, c'est pas très pratique. Mais n'hésitez pas à regarder, et même voilà, si vous ne parlez pas japonais, vous faites un coup de Google Traduction. Parce qu'on peut vraiment souvent trouver des cars qui coûtent beaucoup moins cher que le train. Et en fait, parfois c'est plus direct. Donc vous allez, en fait je suis retourné à la gare routière, donc je crois que le magasin de thé c'est par là. Bon, en fait j'ai traversé pour rien. Vous voyez un peu les tribulations d'un blogueur qui erre dans une petite ville. Alors là je sais pas si ça se lit bien avec la lumière, ça indique qu'il y a un village de thé, donc on va aller voir ça tout de suite. Alors je sais pas ce qu'il en est d'un village de thé, honnêtement j'ai rien trouvé qui s'appelait village de thé, mais là-bas vous voyez ce magasin tout vert, ils appellent ça Oreshino no Cha, donc à mon avis il doit y avoir du thé, c'est sûr et certain, donc j'ai enfin trouvé ce que je cherchais. Et voilà le travail. Donc ouais, en tout cas la boutique c'était super sympa, c'était tenu par un vieux monsieur. Et donc là, avant moi il y avait des gens de la petite ville, ils discutaient de comment allaient les grands-parents et autres. C'est très sympa comme ambiance. Et surtout ce qui est drôle c'est que quand je lui ai dit, il m'a demandé d'où je venais, je lui ai dit que j'habitais à Paris, il avait l'air ébahi par Paris. C'est parce que oui, souvent les Japonais ont une vision très idéalisée de la France et de Paris en particulier. Et c'est pas pour rien d'ailleurs qu'on parle du syndrome de Paris avec les Japonais qui arrivent à Paris, qui se rendent compte que c'est loin d'être la ville idéale qu'ils ont rêvé. Donc, moi j'aime beaucoup Paris, hein, mais c'est sûr que par exemple, au Japon c'est quand même beaucoup plus chaotique. Et assez souvent ils sont déçus. Mais bon, en tout cas je lui ai proposé de venir à Paris s'il voulait. Je sais pas s'il le fera, mais en tout cas c'est vrai que c'était très sympa. Là maintenant je vais retourner à l'hôtel parce que de toute façon le check-out c'est dans pas très longtemps. Et je vais voir comment je peux aller à Nagasaki. Ce qui est pénible en fait c'est qu'ici il y a quelques bus mais il n'y en a pas beaucoup. Donc je vais voir si je peux pas aller directement à la gare routière principale de la ville qui est assez loin. Donc je vais voir si je peux pas soit prendre un bus intermédiaire, soit y aller à pied si la balade est sympa. Parce qu'en fait je passe qu'une nuit à Nagasaki, j'aimerais bien quand même pouvoir en profiter un minimum. Un truc que je voulais vous montrer, c'est pour ouvrir les onigiri, en fait il y a tout un système qui est à la fois ultra ingénieux et super générateur de plastique. Parce qu'en fait ils mettent des feuilles de plastique entre les parties avec des algues là et le riz pour pas que les algues deviennent molles. Donc en fait il faut ouvrir comme ça dans un premier temps, comme ça du haut vers le bas. Ensuite il y a 2 et 3. Alors je vais essayer de le faire délicatement sans tout casser. C'est assez compliqué parce qu'il faut vraiment arriver à tirer le plastique de sous les algues, comme ça, délicatement, pour ne pas tout arracher, pour pas tout faire tomber. Et honnêtement, il faut prendre le coup de main, ça fait longtemps que je ne l'avais pas fait, donc
on a vite fait de tout casser. Là voilà, pour le moment c'est pas terrible. Et après tirer le troisième côté. J'espère que je vais y arriver. Normalement j'y arrive mieux, hein, donc là comme par hasard c'est en vidéo. Il faut que je foire tout. Et bon, petit à petit ça va finir par venir. Et voilà, j'en ai arraché un morceau, super. Voilà. Et j'ai fini d'enlever tout le plastique. Vous voyez qu'au Japon il y a toujours du plastique partout et en toutes circonstances. Allez, itadakimasu. C'est parti, maintenant je quitte mon hôtel. Vous voyez le nom derrière peut-être, c'est Yuzen no Yado Tokai. Et donc c'est un hôtel avec des bains d'ailleurs. Je sais pas si vous voyez, ouais, si derrière on voit il y a une sorte de baignoire en faïence et en fait il y a un service que j'ai pas utilisé, mais en fait on peut utiliser une de ces baignoires pour qu'on nous fasse un bain personnalisé dans lequel il verse de l'eau chaude et on peut y faire trempette. Donc moi j'ai utilisé le bain classique de l'hôtel qui faisait franchement du bien après autant d'heures d'avion et de courbatures. Alors là je vais aller directement, non pas à la gare routière de Ureshino Onsen, mais l'autre qui est plutôt, j'ai l'impression, vraiment le centre de la petite ville. C'est une vingtaine de minutes à pied, mais bon c'est pas très grave, il fait beau. Parce qu'il y a beaucoup plus de cars vers Nagasaki, sinon il faut que j'attende de midi et demi. Et franchement je trouve ça un peu bête, et puis bon, vu qu'il fait un temps super, je vais découvrir les petites rues de Ureshino. Alors cette fois je suis arrivé à la gare routière, donc la toute petite gare routière que vous voyez derrière. Donc normalement le bus était censé arriver il y a quelques minutes, donc j'espère qu'il est juste en retard et que je me suis pas trompé d'endroit. Alors je vais même vous montrer. Maintenant on est très précisément ici à Ureshino et il faut aller là à Nagasaki. D'ailleurs ça va jusqu'à Oita qui est tout à l'est de l'île. Voilà, c'est précisément ce bus pour aller à Nagasaki qui devait passer à 51, il est 57. Est-ce qu'il est passé super en avance? Est-ce qu'il va juste être en retard? Le suspense est à son comble. このバスは昭和町経由長崎駅高速バス九州号です。次のバス停は大村インターです。 Alors c'est bon, le bus est arrivé. Dans une heure à peu près, je suis à Nagasaki. Alors ouais, il y a plein de choses qui se sont passées entre temps. En fait, je devais retrouver la personne qui m'héberge sur Airbnb. Et il y a eu un petit malentendu parce que le car était un peu en retard, donc je le tenais au courant de où on était. Et j'ai dit qu'à un moment que je passais vers le parc de la Paix, donc, qui est juste derrière moi, et que je vais visiter maintenant. Et en fait, ouais, il se trouve qu'il avait compris que c'était là que j'allais. Alors en fait, je lui avais bien dit que j'allais à la gare des bus. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il me parlait en anglais. Et en général, alors, c'est très gentil, hein, mais les papis japonais qui parlent anglais, c'est souvent une source de confusion. Alors honnêtement, c'est vraiment pas pour me vanter, dire que je parle mieux anglais que japonais, enfin, japonais que anglais, parce que c'est pas le cas. Mais généralement, c'est vrai qu'avec les japonais, je préfère parler japonais parce que c'est pour parler anglais, sauf s'ils ont un très bon niveau d'anglais. Il y a souvent des petites sources de confusion, des choses comme ça. Donc voilà, on s'est retrouvé quand même au terminal de bus. Il m'a conduit gentiment jusqu'ici, le parc de la Paix. Donc le parc de la Paix, vous douterez que là, voilà, là je suis dans le nord de Nagasaki. S'il y a autant de bâtiments modernes, c'est que malheureusement la ville, en tout cas cette partie, a été complètement détruite en 1945. Et là c'est pas loin de l'endroit où il y avait l'épicentre de la bombe. Il y a un jardin qui a été fait avec une statue. Donc on va voir ça et je vais vous montrer. C'est pas très drôle, ça fait partie de l'histoire de la ville.
comme vous pouvez le voir, on a pu assister à une très belle cérémonie et si j'ai bien compris, en fait, c'est des écoliers qui viennent se recueillir. Donc je ne sais pas si c'est lié à un événement précis, mais en tout cas, ce qu'ils font, c'est qu'ils se mettaient en deux groupes distincts, peut-être deux écoles différentes, face à la statue. Et il y avait des professeurs qui faisaient des discours sur ce qui s'était passé, sur le fait qu'il fallait bâtir une société de paix, d'espoir. Il y avait aussi des enfants qui faisaient des discours, qui récitaient des poèmes. Il y en avait qui avaient joué de la musique, d'autres qui chantaient. Enfin, voilà, c'est assez poignant parce que bon, faut quand même pas oublier, nous on est français, c'est assez loin de nous tout ça. Et bon, que c'est quand même une ville. Je parle même pas de Hiroshima, je vous parle juste de Nagasaki, où en 1945, alors je sais plus, je crois que c'était le 9 août, vous me corrigerez si j'ai faux. Enfin, il y a quand même eu directement ou indirectement, suite au bombardement, plusieurs dizaines de milliers de morts. Enfin voilà, c'est effroyable et que quand on se remet dans ce contexte, quand on comprend pourquoi ces petits écoliers japonais sont là, quand on voit ces statues avec le doigt levé qui semble mettre en garde contre la menace venue du ciel, un bras sur la terre comme pour la protéger, qui à mon avis a été faite pour rappeler ce qui s'est passé, pour mettre en garde contre le danger de toute la folie humaine. C'est vrai qu'une fois qu'on mélange tout ça et qu'on en prend conscience, c'est pas juste un parc avec une statue, avec des enfants qui viennent voir tout ça. Et, je trouve ça assez poignant en fait vraiment de se plonger dans l'ambiance et j'étais très content à la fois de pouvoir assister à ça et de pouvoir vous le partager. Ce monolithe nord que vous voyez, c'est ce qui marque l'épicentre de l'explosion. Donc, si je dis pas de bêtises, une bombe atomique, ça explose plutôt dans le ciel. Mais en tout cas, c'est à cet endroit que ça a explosé, que la grande explosion de l'époque est partie, avec ces marches comme ça, comme le rayon de l'explosion. Donc, c'est quand même très impressionnant, cette espèce de plaie béante dans la ville. D'autant plus que, si je dis pas de bêtises, je sais pas si on le voit, il y a des enfants devant. Ça a été la première chose à être reconstruite, si on veut, dans la ville. Donc, je ne sais pas si vous voyez, mais il y a l'espèce de pilier qui marquait à l'époque l'épicentre de l'explosion. Là, il a été refait depuis. Voilà, là j'en ai fini avec le musée de la bombe atomique, vous avez pu voir quelques images, bon c'est assez dur comme thème, donc voilà. Bon, maintenant je vais arrêter tout ce qui touche à la guerre parce que honnêtement voir tout ce qui est objets ayant appartenu à des gens ou alors les détails sortis sur ce qui est arrivé aux personnes à l'époque, c'est très important de le savoir. Mais il faut aussi savoir changer d'air. Donc là je vais juste aller voir la cathédrale et après je vais retourner plus dans le centre de la ville parce que j'ai pas vraiment eu de repas de midi et je pense qu'il serait quand même grand temps d'y songer. Et voici la cathédrale que vous pouvez voir ici. Alors ça c'est la deuxième cathédrale parce qu'il y en avait une première qui avait été construite quasiment juste au niveau de l'hypocentre. Oui d'ailleurs j'ai regardé, on a passé un hypocentre parce qu'en effet quand une bombe atomique explose, elle explose en fait dans le ciel et ce qu'on appelle l'hypocentre c'est à l'endroit en dessous duquel ça a explosé. Bon voilà, c'est pas très drôle mais au moins vous avez le contexte précis. Donc ça c'est la cathédrale. Et donc le deuxième modèle qui a été reconstruit plus tard. Parce que la première a été complètement détruite par le bombardement. Et c'est vrai que c'est assez déroutant de trouver une église, encore plus une cathédrale au Japon. Bon, même si, quand j'étais allé à Hakodate dans le nord du Japon, il y avait un quartier avec une église chrétienne catholique, une église protestante, puis une autre protestante. Honnêtement, moi j'y connais rien, tout ça. Et en plus, il y avait aussi une église orthodoxe. Mais bon, là, Nagasaki, c'est assez différent parce que pendant assez longtemps,
ça a été un bastion de la foi catholique en l'occurrence, parce que ça a été évangélisé par les chrétiens portugais. Et malheureusement, la communauté chrétienne sur place a été énormément persécutée. Malgré tout, il reste une présence chrétienne très forte à Nagasaki. Donc là, je reprends. J'avais arrêté pendant assez longtemps de tourner parce que la batterie de mon appareil photo était quasiment vide et j'avais un peu envie de me balader sans faire de commentaires. Là, je suis pas très loin de mon hébergement. Je vais bientôt aller pour poser des affaires. Et ce qui est intéressant derrière vous, je suis tombé dessus, c'est un pont qui apparemment est assez célèbre ici, qui s'appelle Megane-bashi, de Megane lunettes et Hashi pont. Donc c'est un pont à lunettes parce qu'en fait, si vous regardez bien dans le reflet de l'eau, vous avez les arcs du pont, et ce qui fait qu'on dirait une paire de lunettes. Et apparemment on peut descendre, ça a l'air pas inintéressant, je vais vous y emmener. Alors c'est génial, moi qui ai le vertige, je vais devoir faire un effort d'abnégation. Je vais surtout regarder là où je mets les pieds tout en filmant, ça va être comique. Allez, je suis à mi-chemin. Et voilà, j'ai fini de traverser. Vous pouvez me féliciter parce qu'honnêtement c'est plus dur qu'il n'y paraît d'avancer sur cette petite pierre tout en tenant la caméra et en faisant attention à ne pas tomber. Parce que ce serait quand même dommage de tomber avec la caméra. Et là je vais vous remontrer le pont directement. Bonsoir les amis, il est temps à présent de terminer cette vidéo qui était assez longue. Je me rends compte que je l'ai commencé un peu après m'être levé. Et là je vais bientôt dormir. Alors il m'est arrivé un truc de fou tout à l'heure avec mon hôte Airbnb parce qu'à peu près vers un peu avant 18h on avait convenu en fait qu'on allait se retrouver à 18h. Je lui demande si ça va, si je peux passer à son appartement. Ensuite, j'ai pas de réponse, donc en fait je vais m'avancer, je vais à l'endroit indiqué sur Google Maps par Airbnb. Et en fait je profite du wifi offert par 7-Eleven, la supérette du coin. Je lui envoie des messages et là s'ensuit un dialogue de sourds où en fait j'ai l'impression qu'il ne comprend absolument pas où je veux en venir. En plus, comme je vous l'avais dit tout à l'heure, il insiste pour parler en anglais et ça crée encore plus de quiproquos. Et ce qui fait qu'à un moment, je lui dis bon, si ça vous arrange, qu'on se retrouve plus tard, on se retrouve plus tard. Et là, il me dit oui, d'accord, dans ce cas, tu vas manger où, tu vas faire quoi? Et je lui ai dit non, mais en fait, je préfère aller dans la chambre tout de suite. Et je lui ai écrit un long message en japonais pour être vraiment sûr, oui, parce qu'en plus, je l'avais appelé avant, mais il n'entend pas très bien, donc le téléphone, c'était pas terrible. Je lui ai écrit un long message en japonais pour vraiment lui expliquer la situation. Je vais même dans le 7-Eleven pour demander aux employés s'ils connaissent l'adresse, mais vu qu'au Japon les adresses c'est un truc pas possible, c'est pas avec des rues, c'est avec des systèmes de pâté de maison, enfin voilà, même les gens sur place savent pas trop où sont les choses. Enfin voilà, au bout d'un moment je lui ai dit, parce qu'on avait prévu éventuellement se retrouver à un arrêt de tram, je lui ai dit bon, je vais aller à cet arrêt de tram, et en fait juste avant que je parte, par miracle, il arrive comme ça, et à peine 5 minutes plus tard je me retrouve à boire du vin avec lui, avec d'autres invités qui sont, je crois, français, mais de Nouvelle-Calédonie, dans le restaurant tenu par sa famille. En plus, vu qu'il avait dû me reloger dans une autre chambre parce que apparemment la chambre que j'avais réservée n'était pas disponible. Tiens donc, l'organisation est super. J'ai mangé à l'œil, le repas était gratuit, très bon. Et bon, ça c'est vrai que c'est le genre d'expérience qui peut arriver en voyage, où on se dit qu'on fait des rencontres inattendues, et c'est vrai que bon, là je me serais bien passé au niveau de l'organisation, mais bon, c'était sympathique.
Du coup, je vais pas faire durer cette vidéo plus longtemps parce que je suis quand même assez fatigué et j'imagine que ça va me faire quand même beaucoup de travail de montage. Donc peut-être que j'en referai une pendant mon voyage avec Kyushu dans cet ordre. Je sais pas encore, j'ai pas décidé. Mais en tout cas, j'essaierai de vous montrer au moins des belles images dans les intros des vidéos. Et voilà, en tout cas, si vous êtes tombé sur cette vidéo, que vous ne connaissez pas encore, que vous demandez qui est cette Turluberlu qui poirote en attendant que son autre Airbnb vienne le chercher, je fais régulièrement chaque semaine des vidéos sur l'apprentissage des langues, donc pas que le japonais, mais des langues en général, les méthodes qui permettent d'apprendre toutes les langues. Et vous pouvez donc vous abonner à cette chaîne, je vais essayer de traverser. Vous pouvez vous abonner à cette chaîne, vous pouvez aussi vous inscrire à mes mails privés sur lesquels vous recevrez plein de conseils, plein d'astuces, des réflexions. Des mails sont quasiment des mini-articles pour vous faire avancer dans votre capacité à apprendre n'importe quelle langue. Et en guise de cadeau de bienvenue, vous aurez droit à ma mini-formation gratuite qui s'appelle 25 techniques pour apprendre votre vocabulaire. Voilà. Vous pouvez vous inscrire sur le lien ci-dessous. La mini-formation est gratuite, elle dure 40 minutes et vous aurez plein de conseils dedans pour apprendre la langue étrangère de votre choix. Moi je vous dis à très bientôt. Donc c'était une journée à Orishino puis à Nagasaki. Je pense que je vais passer la journée de demain toujours à Nagasaki avant d'aller à Fukuoka pour la Polyglot Conference. Et moi je vous dis à très bientôt. Salut.